Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est le 25e organisé dans le cadre du projet Climavège. Donc, c'est une collection de webinaires assez large qui a démarré mi-octobre jusqu'à aujourd'hui. L'objet du jour est limiter l'impact du stress hydrique sur la production de chou-fleur à travers la sélection de variétés à système racinaire adapté. Je suis Solène Le Hérisset, je travaille à Végépolis Valley et on est chef de file de ce projet-là. Donc, je tiens avant tout à remercier Victoire Jolin qui a animé cette tâche avec Céline Amont de Végénov. Un merci particulier aussi à tous les partenaires qui ont travaillé dans le cadre de cette action et bien sûr aux oratrices du jour. Sur la dia suivante, vous avez un rappel des modalités d'organisation de webinaire. Donc, pensez à couper vos micros. Et je vous informe aussi que le webinaire, il est enregistré, donc vous aurez accès à un replay que vous pourrez diffuser largement après ce temps de webinaire. Pour revenir au projet Climavège, donc Climavège, c'est l'association de deux mots, climat et végétal. C'est un projet qui porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. Il a démarré en février 2021 pour une durée de 4 années, donc là, il se termine. Et c'est dans ce contexte-là que cette collection de webinaires est organisée. Le projet implique 80 partenaires autour de 24 tâches de travail. Il est cofinancé par les partenaires du projet, bien évidemment, mais également par deux régions, la région Pays de la Loire d'une part, la région Bretagne avec l'ADEME d'autre part. L'ensemble des actions sont articulées autour du triptyque que vous voyez là à l'écran eau, sol, plante et sont de différentes natures. Il y a à la fois des temps de co-conception avec des producteurs, des travaux de recherche, de l'expérimentation, etc. Je vais maintenant laisser la main à Victoire qui va prendre l'animation de ce webinaire et j'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à utiliser l'onglet Conversation pour poser toutes les questions que vous avez en cours de présentation. Il y aura des temps dédiés pour que les intervenantes puissent y répondre. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent webinaire. Merci Solène. Alors, donc, je vais vous présenter cette action donc, du projet Climat de Vège qui consistait en effet, donc, comme a dit Solène, à limiter l'impact du stress hydrique sur la production de chou-fleur. Donc, pour ça, on a été différents partenaires à travailler sur ce sujet. Donc, VGNov pour piloter la tâche et pour réaliser donc, des essais au laboratoire. Le KT, qui est une station d'expérimentation. Les sélectionneurs OBS Innovation, HM Close et Villemorin-Mikado, ainsi que l'INRAE et l'Institut Agro. Donc le contexte est qu'on est dans les régions Bretagne et Pays de la Loire qui sont donc un bassin important de production des brassicacées, notamment des choux-fleurs, avec les acteurs majeurs de la sélection de ces espèces-là à l'échelle nationale et internationale, donc notamment nos partenaires de projet OBS et HM Claude Villemorin. On est dans un contexte aussi donc, de changement climatique avec un impact sur la production des brassicacées. Et donc, notamment, on va souvent en parler, donc le stress hydrique. Et donc, ce stress hydrique, il peut, comme d'autres stress, en fait, peuvent impacter et être contournés par et grâce au système racinaire qui, aujourd'hui, est très peu étudié, notamment parce qu'il est difficile d'accès. Donc, on s'est orienté sur, voilà, on s'est intéressé à étudier le système racinaire dans ce contexte de changement climatique. Je laisse la parole à Monia, qui est sélectionneuse chez HM Close pour présenter l'intérêt du projet pour les sélectionneurs. Bonjour, donc moi je suis Monia Skriniars, effectivement en charge du programme de sélection chou-fleur chez HM Close. Donc du coup, quand on nous a proposé de participer à ce projet, on a tout de suite été très intéressés par ce projet puisqu'en fait la problématique de tolérance à la sécheresse a été de plus en plus importante pour nous ces 10 dernières années. Hein. Je dirais que ça fait à peu près 10 ans qu'on voit dans certaines zones de production des épisodes de sécheresse qui n'avaient pas lieu avant, et notamment dans des régions qui étaient assez peu équipées en irrigation. Une des conséquences principales en fait de ce genre de problématiques et d'événements climatiques, c'est le développement, l'absence de développement de la plante, comme vous pouvez le voir là sur les photos, hein, donc qui fait qu'on a une plante très peu vigoureuse qui va très peu couvrir la pomme de chou-fleur et provoquer des problèmes de qualité en fait du produit final.
Sur la photo de droite, vous pouvez voir qu'on observe des différences claires entre variétés. Donc nous, on était assez convaincus par le fait qu'on pouvait sélectionner des variétés plus résilientes et tolérantes à la sécheresse. On avait commencé à mettre en place des screenings au champ pour pouvoir répondre à cette demande, mais avec toutes les contraintes que comportent des essais au champ et les aléas climatiques qu'on peut avoir de pluie quand on les attend pas en fait. Donc un projet avec le développement d'outils de phénotypage en conditions contrôlées répondait tout à fait à notre besoin pour pouvoir sélectionner de nouvelles variétés. Voilà, donc je vais te le relaisser la main avec toi pour la suite, la présentation. Alors, donc, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Monia. Donc, on s'était fixé, nous, des objectifs pour cette action. Donc, c'était déjà caractérisé, c'était une première approche, en fait, pour aborder le développement du système racinaire. Là, on a pris donc, le chou-fleur. Donc, c'était déjà caractérisé le système racinaire du chou-fleur. Et donc, en parallèle, bah, développer, mettre au point des systèmes d'évaluation avec l'application d'un stress hydrique pour le transférer en fin de projet au sélectionneur et que ça devienne un outil utilisable dans les programmes de sélection. Alors, au tout début du projet, le projet Solène a dit, il a démarré en 2021. Donc, ça a commencé avec une enquête réalisée par un groupe de 16 étudiants de l'Institut Agro. Et donc, ils ont réalisé une enquête entre 2021 et 2022. Ils se sont rapprochés donc de 34 producteurs répartis sur les 3 bassins de production en Bretagne. Et on voit que donc la principale culture cultivée par ces producteurs était pour les 2 tiers le chou-fleur. Donc on a bien, donc le panel de producteurs était bien des producteurs de chou-fleur. Alors ces producteurs-là, on leur a demandé parmi d'autres un tas de questions. Je vous présente un peu quelques résultats. C'était donc quels sont les critères du choix des variétés. Alors la plupart tous ces producteurs-là font partie des OP, donc la SICA, Maraîchers d'Arnor et Terre de Saint-Malo. Donc, on retrouve dans le premier critère la qualité exigée par les cahiers de charges de l'OP. Et finalement, c'est plus en fin de liste qu'on finit par trouver des critères comme la tolérance à la sécheresse ou un bon système racinaire. Donc, aujourd'hui, c'est pas encore un critère qui est en haut de la liste. Par contre, quand on commence à leur demander quels sont les critères, enfin les caractères à faire évoluer sur les nouvelles variétés de chou-fleur pour un avenir dans le cadre d'un changement climatique, eh ben, on voit ces caractères-là, donc de tolérance au stress hydrique, des bons systèmes racinaires et des tolérances aux températures extrêmes, enfin tout ce qui est en lien plutôt finalement avec les racines, qui commencent à remonter et qui deviennent des préoccupations assez majeures. D'où l'intérêt donc de développer aujourd'hui des outils qui pourront servir aux sélectionneurs pour, à l'avenir, avoir des variétés plus tolérantes. Alors, par rapport au stress hydrique, on leur a demandé après de caractériser le stress hydrique qui leur posait problème. Alors, on a vraiment les 2 stress, à la fois l'excès d'eau et la sécheresse qui remontent. On a même plus souvent l'excès d'eau qui remonte dans les réponses à l'enquête. Mais voilà, la sécheresse reste à 40% un problème rencontré assez majeur, donc notamment sur des périodes de fin d'été, début d'automne. Donc nous, on s'est intéressé à des choux-fleurs qui étaient plutôt à cycle court, donc avec des récoltes à début d'automne, donc plutôt un stress hydrique de manque d'eau. Donc voilà globalement le contexte et les contraintes, les problématiques auxquelles on a voulu répondre. Donc pour ça, je vais vous présenter là en quelques dias les outils qu'on a pu développer pour essayer de répondre, de proposer des outils aux sélectionneurs, pardon. Donc le premier outil qui a été développé, il a été fait par l'INRAE. Ça a été des rhizobox, donc on voit une photo ici. Alors ils ont travaillé à choisir, donc à construire des étapes de préculture pour avoir des plantules qui pouvaient être transplantées en rhizobox. Ensuite, ils ont travaillé sur le format du dispositif, donc le tissu, la taille des rhizobox. Là, on est sur une taille A3. Ensuite, voilà, comment mettre en place les rhizobox, comment appliquer le stress. On voit à gauche des phénotypes, enfin, des plantes non stressées, à droite des plantes stressées. Et donc, ensuite, comment avoir aussi une bonne acquisition d'images pour faire. Notre objectif, c'était derrière aussi de faire de l'analyse d'images. Je vais en reparler plus tard. Ensuite, on s'est dit, voilà, les rhizobox, on avait un stade assez développé, assez avancé, mais c'était quand même à mettre en place, c'est quand même assez lourd. Donc, en parallèle, on s'est intéressé à développer un protocole
peut-être plus accessible, plus facile à mettre en place en culture in vitro. Donc, on a développé ça à VGnov et on s'est intéressé à... Donc, on a testé différents contenants, différents gélifiants, ainsi que sa concentration. On a testé des milieux de culture, des températures de culture et on a travaillé aussi à faire une modalité où on a pu appliquer un stress hydrique. Donc, à droite, on voit un exemple de plantule au même stade que celle de gauche, mais avec un stress hydrique. Donc, donc toujours dans l'idée peut-être plus tard de développer de l'analyse d'image, on a optimisé aussi le dispositif photo pour avoir une bonne visibilité du système racinaire. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, notre objectif, c'était aussi de développer de l'analyse d'image pour avoir des... En sélection, on a des grands panels de génotypes et donc on veut avoir le plus possible de valeurs quantitatives. Et donc, on a développé l'analyse d'image. Ça permet non seulement d'avoir des valeurs précises et quantitatives, mais aussi d'avoir accès à des variables qu'on n'aurait pas pu mesurer nous à la main. Par exemple, là sur les Rhizobox, on arrive à avoir donc une mesure de profondeur et aussi de surface racinaire et d'enveloppe convexe, ce qui demanderait énormément de temps à faire à la main et voire même pas du tout faisable. Donc, grâce à ça, on a pu avoir ces valeurs-là. Et on a pu appliquer aussi l'analyse d'image sur les essais qui ont été réalisés au champ, qui vous seront présentés plus tard par Myriam, où il y avait aussi eu des photos prises. Et donc, l'analyse d'image elle nous a permis, encore une fois, d'accéder à des caractères comme le périmètre, la surface racinaire ou l'enveloppe convexe. Je fais une mini pause s'il y a des questions déjà sur les protocoles développés. Bon, Solène, tu me Il n'y a diras rien si- dans le chat là. Pour Ok. l'instant. Bon, dans ce cas, j'enchaîne, il y aura d'autres moments. Faut pas hésiter. Alors, on avait, pour faire un petit bilan, on avait des... Ah oui, je crois qu'il y a une main levée. On a développé des protocoles pendant les premières années du projet et en parallèle, on faisait des essais au champ pour caractériser le système racinaire et mieux le connaître en fait en parallèle, enfin avec l'application d'un stress hybride. Donc pour ça, on a constitué un panel de 51 génotypes qui ont été étudiés, qui présentaient de la variabilité racinaire. Alors on avait très peu de connaissances sur les systèmes racinaires des génotypes. Donc ça s'est fait grâce aux sélectionneurs qui nous ont apporté donc 38 génotypes dont ils connaissaient plus ou moins les caractères racinaires ou au moins ou peut-être des tolérances à certains stress, etc. On est aussi allé chercher pour augmenter la diversité du panel 10 accessions de ressources génétiques au CRB Brassicole et également 3 populations sauvages qui avaient été collectées pendant le projet Brass Explore qui était piloté par l'UGEP. Donc sur ces 51 génotypes, on les a mis en essai, alors pas en même temps, mais sur différentes années au champ. Et ensuite, on a regardé leurs résultats, leurs notes, et on a essayé de constituer un sous-panel d'une dizaine de génotypes qui, pour nous, maximisait la diversité phénotypique sur le plan racinaire. Ce panel-là, ça nous a permis d'être un panel de référence un peu pour nos différents essais. Alors, je laisse la parole maintenant à Myriam du KT qui a piloté tous les essais au champ, qui va vous parler de cette partie-là. Bonjour à tous. Oui, du coup, donc je suis ingénieure d'expérimentation au KT et donc j'ai permis la mise en place donc des essais au KT durant les 4 années d'essai. Il y a eu la mise en place d'essais au champ donc au KT de 2021 à 2024. Il y a eu également un essai mis en place à l'OBS en 2022. Comme l'a dit Victoire, on a mis en place un panel diversité de 38 génotypes en 2021. Et en fait, on a fait un certain nombre de sélections sur nos génotypes pour arriver à 9 en 2024. Donc notre objectif était d'avoir la plus grande diversité phénotypique sur ces 9 génotypes-là. Le plus gros point finalement, la plus grosse difficulté dans nos dispositifs expérimentaux, donc ça a été la méthode à mettre en place au champ pour obtenir donc un stress hydrique. Donc j'en reparlerai après. Et ensuite on a fait donc durant ces 4 années, on a travaillé sur l'élaboration d'un protocole de prélèvement, de notation et d'analyse d'images pour être le plus efficace possible et ensuite dans cet objectif de transmission ensuite à la sélection. Et on a mesuré également de nombreuses variables. Voilà.
Donc par rapport au dispositif expérimental, donc l'objectif c'était d'avoir donc 2 répétitions avec 2 zones, une avec un stress hydrique et une autre sans stress hydrique, et avec à chaque fois 10 à 15 plantes par répétition, euh, par zone et par répétition géographique. Donc au final, ce qui a été le plus, donc comme je vous disais, le plus difficile, donc c'est toute la partie obtention du stress hydrique. Donc on a testé tout d'abord au KT donc pendant 2 ans un labour précoce, labour qui avait pour objectif donc de mettre la terre à l'air libre et donc qu'elle sèche comme ça. Historiquement, c'était une technique qui avait déjà été utilisée pour des essais de stress hydrique. Ça n'a pas du tout fonctionné au KT en 2021 parce qu'un été trop pluvieux. Et en été 2022, ça a eu un effet intermédiaire. Et en fait, en parallèle, donc comme je vous le disais, en 2022, il y a eu un essai à l'OBS. Donc eux, ils sont partis sur une technique différente. Donc c'est une parcelle avec un couvert. Et donc pour obtenir le stress hydrique, ils ont fait une destruction tardive du couvert. Donc le couvert avait en fait cette action d'absorption, de venir absorber l'eau du sol, et le fait de le détruire tardivement, il a absorbé en fait plus d'eau que sur la partie où le couvert avait été détruit beaucoup plus tôt. Donc ça a très bien fonctionné en 2022. C'est là où on a eu la différence de stress hydrique la plus importante durant les 4 années d'essai. Et en 2023, on a testé donc la même technique au KT et ça n'a malheureusement pas fonctionné. À nouveau, la pluviométrie qu'on maîtrise pas du tout dans nos essais. Et en 2024, on souhaitait à nouveau faire cette destruction tardive du couvert au KT, mais on n'a pas pu le mettre en place. Du coup, on est reparti sur la technique d'origine qui était le labour précoce, qui à nouveau a fonctionné de manière intermédiaire. Donc suite à la mise en place de ce dispositif, donc au moment de l'annotation, enfin en tout cas de l'arrachage des plans, on a été amené à faire de très nombreuses mesures, donc qui ont un peu évolué au fur et à mesure du temps. Donc c'était des mesures soit quantitatives, soit qualitatives. Donc par exemple la vigueur du feuillage qu'on notait de manière qualitative donc pendant les 4 premières années les 4 années du projet. Cette mesure, on l'a couplée avec une mesure de masse foliaire de calcul de la masse foliaire des parties aériennes. Donc on a fait qu'en 2024 pour essayer de faire évoluer en fait une variable qualitative vers une variable quantitative. On a également mesuré tous les ans la hauteur et la largeur des racines. Le diamètre du collet, on l'a mesuré que la première année. On n'a pas forcément trouvé que ça apportait quelque chose pour les années suivantes. Ensuite, on a fait donc des photographies des racines donc à chaque année du projet en s'améliorant sur la prise d'images. Et en fait, ces photographies nous permettaient a posteriori de faire donc différentes mesures, comme par exemple la mesure du chevelu. Donc c'était une mesure plutôt qualitative. Je vous montrerai un exemple juste après. Mais aussi la vigueur racinaire, donc qui est une mesure assez importante puisque on verra, elle a permis beaucoup de corrélations ensuite avec différents autres aspects. Et donc vigueur racinaire qu'on a pu aussi corréler avec des surfaces racinaires ou des enveloppes convexes ou périmètre du système racinaire qui étaient mesurés avec l'analyse d'image dont nous a parlé Victoire tout à l'heure. Et on avait aussi fait un peu de type de système racinaire en 2021, mais c'était trop abstrait, donc on a arrêté cette mesure-là aussi à la suite du projet. Voilà globalement sur toutes les mesures qui ont pu être prises au champ. Donc pour exemple, vous voyez ici un génotype 1 avec un chevelu absent et un génotype 2 avec un chevelu très important. Donc vous voyez un peu les types de différences qu'on pouvait avoir au niveau du système racinaire. Donc vous voyez par exemple on peut avoir une note plutôt de 0 sur un génotype 1 pour une note de 3 sur un génotype 2. Donc qui sont bien des mesures qualitatives, qualitatives puisque ça c'était pas mesurable autrement. Et ensuite, donc on a là par exemple un exemple de 2 génotypes avec des largeurs très différentes, donc très étroites sur le génotype 3 et beaucoup plus larges sur le génotype 4. Voilà. Donc, vous voyez un peu les types de diversité qu'on a pu observer. Et ici une petite illustration à droite donc de l'analyse d'images pour les surfaces, donc avec un développement d'une analyse pour vraiment faire ressortir le système racinaire et en fait pouvoir ensuite corréler ça avec notre évaluation de la vigueur qu'on faisait de manière plus qualitative.
voilà à peu près l'approche qu'on a eue pour l'évaluation au champ au niveau du dispositif expérimental. Alors, du coup, sur ces notations, je vais vous présenter les principaux résultats qu'on a eu au champ. Et j'en profite pour remercier Jeanne Simon qui a fait ces analyses-là, qui est présente pour elle, mais c'est elle qui a fait tout le travail. Donc, alors, comme a dit Myriam, il y a une année où on a réellement réussi à appliquer un stress hydrique conséquent. Donc, pour étudier l'impact du stress hydrique, on a récupéré les données de cet essai-là qui a été réalisé à l'OBS en 2022. Donc, on voit sur l'ACT au centre, on a codé donc en rouge les individus, pardon, les individus qui étaient stressés et en bleu les individus témoins non stressés. Nos génotypes sont codés, donc en H, on a des hybrides, en L, on a des lignées. Donc, ce qu'on peut voir sur cet ACP, c'est que déjà, globalement, on différencie très bien notre groupe d'individus stressés de notre groupe d'individus non stressés. Et les caractères qui semblent le plus impactés, donc le plus dans l'axe en fait de l'impact du stress, donc c'est les surfaces racinaires, vigueur racinaire, sachant que ces deux variables-là étaient très bien corrélées, et ainsi que le chevelu et la vigueur foliaire. Donc à droite, on peut voir un exemple d'un génotype, enfin à droite et à gauche, pardon, c'est deux photos qui reprennent donc un même génotype, à droite en conditions stressées, à gauche en conditions non stressées. Et ce qui nous a surpris le plus sur les photos qu'on a pu faire des stressés, c'est qu'en fait, on retrouvait très régulièrement la mini-motte de plantation du début du projet. Voilà, donc un développement racinaire très très faible au cours de l'essai. Donc voilà, l'impact du stress au champ. Alors il y a des différences entre les génotypes d'impact, mais on n'a pas trop pu faire de conclusion vu que c'était seulement sur un essai. Il aurait fallu qu'on puisse vérifier que le génotype réagissait toujours de la même manière d'un essai à un autre. Alors, au-delà d'aller voir l'impact du stress sur nos génotypes et sur le système racinaire, on a pu aussi tout simplement caractériser le système racinaire de notre panel diversifié et même du panel en général. Donc là, on a notre sous-panel d'une dizaine d'une dizaine, alors je crois qu'il y en a 11 du coup ici dans l'essai OKT 2023. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, H, on a nos hybrides, en L, nos lignées, et ici en P, ce sont nos deux populations qui étaient issues donc soit c'était une accession du CRB Brassicole, soit une population sauvage récoltée dans le projet Brassexplore. Donc, on voit qu'on peut avoir de la diversité ici sur le caractère de surface racinaire. Donc, en photo, en haut, on voit le L4 qui avait des valeurs assez faibles. En bas, l'individu H3 qui avait des valeurs plus élevées. Donc, on voit la différence un peu de système de surface racinaire. Voilà, donc sur des variables quantitatives grâce à l'analyse d'image. On avait aussi de la diversité, et ça, c'était un résultat assez intéressant sur le chevelu. On s'est rendu compte que c'était un caractère très variable dans notre panel. Et donc, on a notre panel diversifié. Ici, on a P1, donc avait vraiment pas de chevelu, et c'était très répétable entre ces différents individus. Et la lignée L2, qui pour le coup avait un chevelu très fort et qui se retrouvait dans les différents essais. Donc c'était un peu notre variété témoin en termes de chevelu. Donc on voit sur le graphe à gauche la répartition des différents génotypes et on peut voir que cette diversité, elle est vraiment observable, que ce soit entre des lignées. Par exemple, si on regarde entre L3 et L4, on a vraiment L3 qui a un chevelu assez fort par rapport à L4 qui est très faible. Et entre les hybrides également, on a H1 qui est assez faible, H3 voilà, qui est élevé. Donc c'est vraiment une diversité génétique globale et c'est pas seulement dépendant du type de génétique. Pardon. Donc pour synthétiser, on avait des connaissances. D'un côté, on avait nos connaissances au champ des observations qu'on avait pu faire, des photos qu'on avait pu prendre des différents systèmes racinaires et les notations qu'on avait pu faire pour caractériser le système racinaire. Et de l'autre, on avait développé donc nos outils de phénotypage, donc à la fois en culture in vitro et en Rhizobox. Et notre objectif maintenant, c'était de réaliser une corrélation entre ces différents niveaux d'études pour offrir aux sélectionneurs un outil qui puisse prédire correctement la vigueur des plantes au champ et la résistance ou la tolérance plutôt, pardon, la tolérance au stress hydrique au champ des variétés. Alors, s'il y a quelques questions déjà sur cette partie-là d'essai au Oui, champ. il y avait une question qui était pour toi, qui arrivait juste après Victoire sur ce que vous avez fait à VG9.
Vous avez réussi à faire du stress hydrique sur un milieu gélosé, point d'interrogation. Oui, en effet. Alors, c'est vrai qu'on parle, je fais un peu un gros raccourci quand je parle de stress hydrique parce que on est sur un milieu gélosé qui est gorgé d'eau, mais en fait, on ajoute donc au milieu gélosé du PEG, c'est une grosse molécule en fait qui va créer un stress osmotique. Et donc, on associe ce stress osmotique à un stress hydrique, mais c'est vrai qu'on fait un raccourci. Donc, oui, c'est grâce au PEG qu'on ajoute au milieu. Une question ensuite, qu'avez-vous mesuré pour quantifier le stress hydrique sur les essais au champ pour Myriam, je pense. Oui, c'est pour moi. Du coup, ce qu'on a fait, après coup, on s'est dit qu'on aurait dû prévoir l'installation de sondes pour mesurer l'humidité de la parcelle, mais on n'avait pas du tout prévu cet outil-là. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on a prélevé à 10 centimètres, donc qui est plus ou moins 10-15, c'est plus ou moins la plantation, la profondeur de plantation des mini-mottes de choux, des échantillons de terre, et on a fait du coup des pois secs et matière sèche, matière fraîche, en comparaison en fait pour essayer de voir si on avait une baisse du coup de la teneur en eau en fait entre la partie humide et la partie avec le stress hydrique. Donc c'est quand même assez simple, mais on n'avait pas d'outils à ce moment-là. À refaire, on prendrait des sondes. Oui, c'est vrai qu'on s'était fait la remarque aussi, ouais. L'autre question aussi me paraît être pour toi, Myriam. Comment avez-vous réussi à extraire les plantes au champ et les nettoyer sans biaiser les résultats racinaires, racines cassées, résidus de terre, etc. Un vrai C'est une sujet. bonne question. Question on a pas mal réfléchi à ce sujet-là avant de se lancer. Alors du coup, on est parti du principe que de toute façon, en sélection, ils pourraient pas développer des outils. Enfin, s'ils voulaient faire l'essai au champ, ils pourraient pas faire un énorme trou de plantation, etc. Donc, on est vraiment parti sur un arrachage assez simple avec une fourche, quoi. Donc, on venait couper entre guillemets un grand rectangle autour de la racine. Ensuite, on venait sortir la motte. Et on a quand même, donc pas la première année, mais à partir de la deuxième année, on faisait ça en conditions sèches pour pas avoir à laver le système racinaire. On époussetait en fait. On venait juste secouer le système racinaire pour faire tomber la terre. Et comme ça permet de garder en fait le chevelu. Sinon le chevelu, si on lave au jet d'eau ou à l'eau, eh ben on le perd. Et en fait avec cette méthode-là, arracher en sec, ça permettait de garder le chevelu. Mais par contre, je suis d'accord, on a perdu toutes les petites racines profondes qu'il y a sur un système racinaire de chou. Voilà. Donc, on travaillait vraiment sur la motte entre guillemets la plus résistante de la plante, quoi. Voilà. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Ok, merci, Solène. Alors, donc pour étudier cette partie de corrélation entre nos outils et notre système et nos essais au champ en conditions de culture, on a travaillé donc sur le panel diversifié d'une dizaine de génotypes qu'on a mis en place à la fois en culture in vitro, en rhizobox et au champ sur les 2 dernières années, comme l'a présenté Myriam. Donc tout d'abord, je présente un peu les résultats qu'on a pu observer sur les différents essais, sur les 2 protocoles. Donc ici, en culture in vitro, donc des exemples en photo de 2 génotypes en conditions témoins et en conditions stressées. Et sur les variables, donc sur les notations qu'on a pu faire, on a vu que le stress impactait énormément les biomasses fraîches. Alors, on a essayé d'aller chercher des biomasses sèches, mais les plantules sont trop petites, il fallait des pesées beaucoup trop précises pour des outils en haut débit, c'était pas faisable. Donc, on est resté sur des biomasses fraîches aériennes et racinaires. Et donc là, les 2 biomasses étaient impactées par le stress. Par contre, sur les longueurs racinaires et le nombre de ramifications, c'était assez intéressant. On avait vraiment des groupes qui se formaient et c'était en fait génotype dépendant. Donc globalement, c'était les génotypes qui avaient des biomasses plus importantes, qui avaient tendance à avoir des longueurs plutôt stables et pas trop impactées par le stress, ainsi que les ramifications. Et à l'inverse, des génotypes avec des biomasses plus faibles au départ, donc on peut imaginer des génotypes peut-être un peu moins vigoureux, étaient plus impactés par le stress et avaient des longueurs qui devenaient plus courtes, enfin des racines qui devenaient plus courtes et moins de ramifications. C'était des tendances. Voilà pour la partie en culture in vitro. Pour la partie en rhizobox, alors encore une fois en image, on a mis un exemple d'un génotype en conditions témoins, en conditions stressées. Et cette fois-ci, donc quelles que soient les notations qu'on a pu faire sur les surfaces, les longueurs, l'enveloppe convexe,
on avait un impact très fort du stress sur l'ensemble des génotypes. Donc là, c'était global et on a même pensé que peut-être notre stress était un peu trop fort. Alors, il faudra peut-être qu'on dose un petit peu plus pour observer les différences sur nos différents génotypes. Ensuite, pour étudier donc la corrélation entre ces différents niveaux, on a beaucoup échangé donc avec les sélectionneurs pour voir pour connaître un peu leurs besoins et leurs attentes. Et donc l'intérêt des outils qu'on pouvait développer, c'était de réussir à prédire des génotypes qui, au champ, seraient le plus tolérants au stress hydrique. Donc on a traduit cette tolérance au stress hydrique par un impact du stress sur la vigueur foliaire. Donc, la vigueur foliaire, c'était une notation qui était faite au champ, donc sur une note, Myriam, tu me contredis si je me trompe, mais sur une note de 1 à 10, et donc sur l'ensemble du génotype au champ. Donc, on a calculé sur cette note de vigueur foliaire une perte de vigueur foliaire. Donc, on a pris la note du témoin dans des conditions non stressées, on a soustrait la note du même génotype en conditions stressées, qu'on a redivisé donc par la valeur du témoin. Donc ça nous donnait un peu un pourcentage de perte de vigueur foliaire pour un génotype donné. Donc on avait une liste de valeurs pour notre liste de génotypes. Et en face, ces mêmes génotypes-là étaient étudiés dans les protocoles de culture in vitro et dans notre protocole de Rhizobox qu'on a mis en place donc avec Genome. Et on avait donc sur ces deux protocoles les différentes valeurs, les différentes variables notées, donc les longueurs, ramifications, les biomasses pour la partie en culture in vitro. Et pour la partie Rhizobox, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait la partie analyse d'image qui nous offrait des valeurs quantitatives, donc de surface, d'enveloppe et de profondeur. Donc le test de corrélation s'est fait de génotype à génotype. On a testé, oui, pardon, on a testé cette corrélation donc entre la perte de vigueur foliaire et chacune des variables, à la fois en conditions témoins et en conditions stressées, pour la partie stylisée et pour la partie Rhizobox. Pour la partie Rhizobox, on n'a détecté aucune corrélation entre les différentes variables notées et la perte de vigueur foliaire. Par contre, on a pu identifier des corrélations pour le protocole en culture in vitro. Donc, je vais détailler un peu cette partie-là. Ici, donc, c'est une heatmap. Donc, on observe toutes les variables notées en culture in vitro avec également la note de perte de vigueur foliaire. Donc, il y avait seulement 3 valeurs qui étaient significatives, pardon. On retrouve donc les deux biomasses aériennes et racinaires pour le protocole culture in vitro qui sont corrélées entre elles, donc avec un coefficient de corrélation assez fort. Et ces deux biomasses, donc aériennes et racinaires, qui sont anticorrélées avec la perte de vigueur foliaire. Si je schématise un petit peu, donc on n'avait pas de corrélation pour la longueur et la ramification. Par contre, avec nos biomasses aériennes et racinaires, on avait une anticorrélation avec la perte de vigueur foliaire. Donc si je traduis, si on a en culture in vitro des plantes qui semblent avoir des biomasses assez importantes, enfin qui ont des biomasses assez importantes en culture in vitro, ça se traduirait par une perte faible de vigueur foliaire au champ. Donc des variétés plutôt tolérantes au stress hydrique. Donc là, c'est pour imager un petit peu donc les données qu'on avait. Alors en ordonnée, on a la perte de vigueur foliaire. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller trouver les 4 génotypes que j'ai pu entourer en vert, qui ont des pertes de vigueur foliaire assez faibles. Et nous, donc, on note en culture in vitro, donc sur l'axe des abscisses, les biomasses en haut aériennes et en bas les biomasses racinaires. Et donc, on voit que sur la biomasse aérienne, on arrive bien à mettre un peu une limite, en fait, entre des groupes et isoler ces 4 génotypes. Par contre, on isole en même temps les 2 autres génotypes qui, pour le coup, avaient une perte de vigueur foliaire assez importante et qui pourraient correspondre à des faux positifs. Donc, ce test-là serait pas assez discriminant pour les sélectionneurs. Si on s'intéresse maintenant à la partie biomasse racinaire, on a bien les 4 génotypes ayant le moins de perte de vigueur foliaire qui se retrouvent vraiment les plus à droite, donc ceux qui ont le plus de biomasse racinaire. Par contre, la limite, c'est peut-être pas évidente à placer, parce que ce génotype-là qu'on voit en haut est quand même très proche de celui-ci. Donc voilà, c'est la limite qui serait peut-être plus difficile à mettre, mais la biomasse racinaire semble plus discriminante pour réussir à isoler les génotypes avec le moins de perte de vigueur foliaire. Mais on voit qu'il faut encore un peu travailler
un peu travaillé le test en tout cas et les résultats du test. Je laisse la parole de nouveau à Monia pour faire un retour globalement sur le projet. Oui, donc du coup, ce projet qui a eu, au cours duquel on a eu quelques aléas, notamment avec le climat en plein champ, hein, ça nous a confirmé qu'il y avait des mesures à prendre en fait pour tout ce qui est phénotypage en plein champ, hein, pour avoir des données solides. Par contre, ce qui est hyper intéressant pour nous, c'est qu'on a quand même une piste de phénotypage, d'outils de phénotypage en conditions contrôlées qu'on pourrait utiliser, qui reste à confirmer, hein, puisque donc on l'a fait sur un petit panel là, dans ce projet-là, donc qui reste à confirmer, et puis qui aurait l'avantage d'être quand même assez haut débit, simple d'utilisation. L'autre caractéristique, c'est si on arrivait à faire des corrélations avec la biomasse totale de la plantule et pouvoir sauvegarder les plantules, parce que nous, ce qui nous intéresse, ce serait de pouvoir sélectionner des plantes, en fait. Donc voilà, pour pouvoir avancer en sélection et fournir des variétés plus tolérantes à la sécheresse. Mais voilà, on a des pistes, on a acquis des connaissances sur les modalités de ce qu'il faut faire et ne pas faire en phénotypage plein champ, les types de sols sur lesquels c'était plus facile de travailler, et puis aussi sur les différentes corrélations qu'on pouvait avoir sur le système racinaire en plein champ. Donc voilà, à suivre. Alors du coup, nos principales un peu conclusions et perspectives, donc c'est vrai qu'on l'a dit à plusieurs reprises, c'était une première approche de phénotypage racinaire au champ, donc on a vraiment pris en main le fait d'aller noter, d'aller observer le système racinaire au champ et en parallèle aussi comment développer des outils pour étudier ce système racinaire sans trop le contraindre et que ça reste représentatif de ce qui peut se passer en conditions réelles. Donc on a appris un peu que voilà, le stress hydrique, c'était pas facile à maîtriser au champ. Mais voilà, on a tous, je pense, à notre manière et avec nos différentes approches, appris un peu et pris en main ce phénotypage racinaire. Donc c'est quand même une bonne conclusion pour l'ensemble des partenaires. Et ensuite, donc en perspective pour la partie essai au champ, en tout cas, on aimerait donc poursuivre, aller chercher plus d'informations, noter plus précisément le système racinaire parce que je vous ai montré voilà, les tests de corrélation qu'on a pu faire, c'était sur une perte de vigueur foliaire. Et c'est vrai que cette vigueur foliaire, elle était notée au niveau de la parcelle, donc peut-être pas assez précise, on n'avait pas assez de répétitions. Elle a été faite sur un panel réduit, diversifié, donc encore une fois, on avait un nombre de points assez réduit. Et donc aller faire, voilà, on s'est beaucoup focalisé sur le système racinaire, peut-être aller plus regarder le système aérien pour voir là justement le niveau de tolérance en fait global de la variété. Ensuite, tester peut-être d'autres systèmes de phénotypage où on aurait enfin, on maîtriserait davantage le stress. Donc peut-être soit en hors sol, soit sous tunnel. Enfin voilà, on a pas mal de pistes à explorer qu'on a déjà mentionnées, mais voilà, faudrait qu'on trouve un système. Et ensuite, donc screener un panel plus large, donc avec plus de génotypes, pour vérifier aussi que la corrélation qu'on a pu observer se vérifie sur un groupe de génotypes un peu plus large et sur des génétiques différentes. Et alors à plus long terme, on pourrait aussi poursuivre le phénotypage racinaire et aller tester cette fois-ci de nouveaux stress. On a parlé tout début de la présentation, notamment des excès d'eau, donc on pourrait aller développer des stress d'inondation plutôt. Et si on arrivait à screener voilà, un très large panel avec des outils qui seraient déjà développés et qui nous permettraient du haut débit, on pourrait aller faire des recherches de marqueurs qui seraient corrélés aux différents caractères. Mais voilà, il faudra travailler sur des panels de génotypes beaucoup plus larges avec un nombre de génotypes qui se rapprocherait plutôt du 200. Et voilà, et des analyses de type GWAS, parce que quand on parle de développement de système racinaire, on voit bien que c'est des caractères très variables, donc on se doute qu'on va pas trouver des gènes majeurs, mais plutôt des QTL. Donc voilà, ce serait un projet peut-être à imaginer pour la suite, une recherche de marqueurs grâce à une analyse GWAS sur un panel large de génotypes. Ensuite, pour la partie outils, on s'est rendu compte donc, que l'outil en culture in vitro avait des résultats assez intéressants.
Et on aimerait consolider ces premiers résultats parce que ça pourrait réellement être un outil exploitable en sélection à haut débit parce qu'il est quand même assez simple à mettre en place. Sachant que c'est vrai que je l'ai pas assez précisé, je pense, au-dessus. La corrélation, elle s'est faite sur les données du témoin, donc les plantules qui étaient mises sans stress en culture in vitro, donc ce qui facilite encore plus la mise en place de l'essai. Monia a dit que, voilà, ce serait bien aussi qu'on ait des plantules qui soient, enfin des tests qui soient non destructifs pour que les plantules puissent être gardées et poursuivre le programme de sélection. Donc pour ça, il faudra qu'on teste la transplantation des plantules pour voir si voilà, elles arriveraient à survivre après une notation en culture in vitro, si elles pouvaient continuer voilà, et être plantées plus tard. Et ensuite également augmenter l'automatisation de ce protocole. On n'avait pas encore développé l'analyse d'image sur la partie CIV. Elle a été faite sur les réseaux box et sur les photos au champ, mais on n'a pas d'analyse d'image sur la culture in vitro. Donc, ce serait justement un des moyens pour que le test soit non destructif. Si on a vraiment besoin de garder seulement la biomasse racinaire, l'analyse d'image nous permettrait d'avoir une surface racinaire qu'on espère corrélée. Il faudrait évidemment qu'on le vérifie, mais qu'on pourrait attendre corrélée à la biomasse. Voilà. Sinon, peut-être voilà, passer par une mesure de biomasse totale et replanter la plantule ensuite. Pour la partie Rhizobox, donc pour l'instant, les résultats n'étaient pas concluants, en tout cas sur la corrélation avec les conditions réelles de culture. Donc pour l'instant, on s'orienterait plutôt sur un essai en culture in vitro, mais je pense que l'outil de Rhizobox reste très intéressant à explorer. On peut quand même étudier des stades beaucoup plus avancés de plantes et peut-être du coup plus travailler nous sur le protocole, adapter le stress peut-être en limitant un petit peu, optimiser la mise en place pour gagner du temps parce que ça reste un protocole qui est assez chronophage et poursuivre l'automatisation de l'analyse d'image, etc. Et donc après, on pourrait aussi continuer d'imaginer d'autres outils qui seraient peut-être plus faciles à mettre en place par les sélectionneurs. Voilà, continuer de chercher des outils faciles et efficaces. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions. Il y a une remarque, Victoire, par rapport Oui, à l'ajout de PEG sur la gélose. Donc, quelqu'un qui oui. dit que nous, quand on fait ça, ça ne prend pas. Bon, voilà, c'est une remarque autour Ça d'expérience. ne prend pas. Oui, Ah oui, le milieu prend pas sans doute. Non? ouais, Oui. ça. Oui. Alors on a eu le même souci, hein. On a pas mal bossé là-dessus. Euh, oui, bah je pourrais en dire plus, mais c'est vrai que Oui, ça peut-être a que été ce long à qui est mettre en place. plus facile, enfin, peut-être que la personne peut prendre directement contact Oui, avec toi. je n'hésite pas. Vous Oui, aurez oui, l'adresse mail de Victoire en fin de diapo, donc n'hésitez pas très bien. à prendre contact avec elle pour échanger directement sur la méthode. Oui, c'est un très bon geste. Et une interrogation aussi sur comment avez-vous appliqué le stress sur les Rhizobox? Alors, le stress sur les rhizobox, donc ça, c'est un protocole qui a été développé par l'INRA. C'est le substrat dès le début de la mise en place qui est travaillé par un taux d'humidité. Alors, je vais pas donner de valeur parce que ça dépend énormément du type de substrat que vous utilisez. Mais nous, on avait un taux d'humidité qu'on atteignait, donc on ajoutait de l'eau à la mise en place des rhizobox au substrat pour arriver à un taux d'humidité. Et on divisait ce taux d'humidité par 2 pour les conditions stressées. Donc, dès le début de la culture, nos rhizobox en conditions stressées avaient un taux d'humidité plus faible que nos conditions témoins. Et ensuite, pendant l'essai, les rhizobox n'étaient pas du tout arrosées pour la condition stressée, alors qu'elles étaient arrosées pour la condition témoin. Merci. Autre question, comment la vigueur foliaire a-t-elle été évaluée? S'agit-il d'un critère visuel? Alors, je vais laisser Myriam répondre. Tu seras plus précise que moi, je pense. Oui, du coup, ce qu'on a fait, en effet, c'était donc c'est, comme je disais, entre les quali et les quantitatifs, là, c'était vraiment très qualitatif. C'était un critère visuel, donc c'était plus en termes de développement de la plante. Donc plus la vigueur du feuillage était important, enfin plus son développement foliaire était important, plus la note était élevée. Et c'était vraiment du qualitatif, donc c'est aussi l'aspect sanitaire global du feuillage en fait, euh, plus avec enfin entre guillemets d'expérience. C'est-à-dire que d'expérience, on sait que on peut dire un feuillage est vigoureux ou non.
Voilà, c'est comme ça qu'on a noté avec cette note sur 10. Donc c'est vraiment très qualitatif. Mais au final, ça a été assez bien corrélé ensuite avec la masse foliaire. Mm. Donc ça va. Une question plus sur le retour d'expérience des Rhizobox. Euh, Avez-vous des exemples d'espèces où l'outil Rhizobox fonctionne? Plus général. Bah, j'ai des idées qui me viennent, c'est encore en cours, donc j'ai pas encore de résultats, mais il y a énormément de publis, en tout cas, qui sont sur les Rhizobox. Moi, j'avais vu, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais ça, va, non, je sais, en vrai, je sais plus. Mais oui, oui, c'est travailler sur pas mal d'espèces. Et c'est sûr que nous, on n'a pas choisi une espèce facile, on va dire, parce que là, j'ai en tête d'autres espèces, mais pareil, les essais sont en cours, donc je peux pas trop en parler, mais où les racines sont beaucoup plus blanches, c'est beaucoup plus facile à contraster et à visualiser. Alors que sur des espèces, bah, les brassicas en général, que ce soit les choux-fleurs, les colzas, c'est encore pire. Les racines sont assez transparentes en fait. Et donc elles sont pas faciles à détecter. L'analyse d'image n'a pas été facile à développer à cause de ça. Donc oui, les rhizobox, ça peut être beaucoup plus efficace pour d'autres espèces. Si ça peut répondre un petit peu à la question, si j'ai pas beaucoup de détails. Et sur d'autres types de cultures, il y a des choses qui ont été faites sur le Mm. lupin, par exemple, Ok. en Rhizobox. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Donc, si vous avez des interrogations sur le projet ClimaVeg dans son ensemble, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou quelqu'un de l'unité dans laquelle je travaille. Et sur cette tâche-là, donc, vous avez ici les coordonnées de Céline et Victoire. Un grand merci aux intervenantes. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact directement hein, si vous avez des interrogations et il y aura un replay de ce webinaire que vous pourrez diffuser largement. Je vous souhaite un bon après-midi à tous. À bientôt. Au revoir.